Bien. Merci d'être venus si nombreux pour cette conférence de presse qui, je dois dire, est aussi une première. Non pas la conférence de presse, mais l'objet. Et le clip que nous allons vous présenter dans quelques instants, vous me permettrez de saluer le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le major général de la police, de la gendarmerie nationale générale. Je voudrais saluer bien sûr mon directeur de cabinet, mais aussi Nicolas Pris, qui me succédera ensuite, qui est le patron, qui est médecin et qui est le patron le président de la Midelca. Merci, je suis très sensible à votre présence ce matin. Je vous l'indiquais dans l'introduction, c'est une première, le clip que nous allons vous présenter. C'est une première parce que la campagne que nous allons diffuser, ce n'est pas une campagne de sensibilisation, c'est une campagne de culpabilisation. Et cette culpabilisation, je l'assume totalement. J'assume de vouloir rompre avec cette logique victimaire qui consiste à présenter les consommateurs de drogue exclusivement comme les victimes d'une addiction. Bien sûr, je sais, il y a des malades, on doit s'en occuper. Je ne suis pas ministre de la Santé, je suis ministre de l'Intérieur et mon rôle, c'est d'assumer l'ordre public. Je ne veux pas, en tout cas, et c'est ce que je dénonce souvent, une logique de déresponsabilisation, une logique qui déresponsabilise, une logique qui en fait démobilise, une logique qui enfin invisibilise. Elle déresponsabilise les consommateurs de drogue parce qu'on ne les place pas en face des conséquences de leurs actes. Pour qu'il y ait une offre de drogue, les trafiquants, il faut qu'il y ait des consommateurs. Elle démobilise aussi la société, en tout cas une partie de la société, car s'il ne s'agit pas que d'un problème de santé, il y a problème de santé sans doute, mais pas que, comme certains l'affirment. Alors à quoi bon lutter contre le narcotrafic? À quoi bon cette nouvelle loi qui a été votée à l'unanimité? C'est rare. Aujourd'hui, dans un pays politiquement divisé, eh bien, la loi que nous avons portée, que nous avions à l'époque forgée dans la commission d'enquête que j'avais initiée quand j'étais président de mon groupe LR au Sénat, qui avait établi des conclusions, et avec ces conclusions, nous avions fait une PPL, et elle a été adoptée à l'unanimité. Eh bien, moi, je crois, nous voulons, le gouvernement souhaite faire de la lutte contre le narcotrafic, contre la criminalité organisée, une grande cause nationale, un peu comme nous avons fait il y a 10 ans, lorsque nous avions été frappés par les attentats terroristes, de la lutte contre le terrorisme, là encore, une grande cause nationale. C'est fondamental, nous l'assumons, aussi bien contre les narcotrafics, mais aussi contre les consommateurs, avec cette politique qui permette à nos forces de l'ordre de recourir davantage aux amendes forfaitaires contre les consommateurs. J'en dirai un mot dans quelques instants. Mais cette logique que je dénonce, elle invisibilise les vraies victimes du trafic de drogue, qui se comptent aujourd'hui et désormais par centaines. Et je veux parler de ces victimes qui sont de plus en plus jeunes. Des jeunes qui sont des jeunes victimes et des jeunes qui tuent. Des jeunes qui sont des soldats appointés par les trafiquants de drogue. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, de dire aux consommateurs qu'ils s'associent à toutes ces conséquences et qu'il faut aussi frapper avec ces amendes forfaitaires délictuelles le consommateur, là encore, au portefeuille. Je vous rappelle d'ailleurs, parce qu'on l'oublie trop souvent, que ces AFD, ces amendes forfaitaires délictuelles, comme le dernier nom l'indique, elles sont inscrites, elles figurent au casier judiciaire. Quelques chiffres peut-être depuis qu'elles ont été lancées en 2020. Le total cumulé des AFD spécifiquement stupéfiants atteint désormais 652 345 unités au 31 janvier 2025. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en un mois, depuis le 1er janvier 2025, on a une hausse de 8%, c'est-à-dire que c'est 16
300 amendes forfaitaires délictuelles qui ont été, là encore, attribuées. Et le taux de recouvrement, c'est important, c'est-à-dire le taux de recouvrement, il exprime simplement le fait que lorsque on verbabilise, eh bien, qu'il y ait ensuite le recouvrement de l'argent, de la taxe, le taux de recouvrement est à plus de 50%, à 53%. Donc, d'abord, je dénonçais cette logique, mais ce que je veux dire, c'est que, là encore, je veux rendre les consommateurs responsables parce que c'est violer la loi. Voilà. Et violer la loi, c'est participer à un système. Et c'est ce que nous allons montrer, vous allez le voir dans quelques instants, avec ce clip. Nous allons montrer précisément que derrière ces paradis artificiels, il y a l'enfer qui, lui, est bien réel, qu'ont créé les leaders, les narcotrafiquants. Et que, bien entendu, s'il y a des leaders, c'est parce qu'il y a, je le disais, des consommateurs. Au bout du joint, au bout du rail de coke, eh bien, voilà, il y a le canon des armes qui tue, et qui tue de jeunes victimes. Je le disais encore une fois, c'est par exemple ce garçon de 5 ans, 2 balles dans la tête, il en a réchappé, mais avec les séquelles qu'on peut imaginer. C'était à Rennes, et c'était un adolescent qui avait l'arme, qui a blessé grièvement ce garçon, un adolescent de 16 ans. Je veux aussi parler de ce jeune Marseillais de 14 ans qui est devenu tueur à gages, recruté par ces réseaux de la criminalité organisée, et qui a tué de sang-froid un père de famille, un conducteur VTC. Je parle aussi d'un autre adolescent, 15 ans, à Marseille, lardé de 50 coups de couteau et achevé, brûlé vif. Le narcotrafic, c'est ça aujourd'hui, en France, en 2025. Il faut ouvrir les yeux. Et comme j'ai déjà dit, fumer un joint, prendre un rail de côte, eh ben, c'est avoir du sang sur les mains. Car en bout de chaîne, il y a des trafiquants qui utilisent ces adolescents comme de la chair à canon et des réseaux qui pratiquent le proxénétisme. Là encore, je le dis, ce que proposent les narcotracailles et derrière eux les narcotrafiquants, ce sont assez jeunes, ce sont des chemins de larmes et ce sont des destins de sang. Et il faut d'autant plus le dire aujourd'hui en France et c'était la conclusion de la commission d'enquête sénatoriale, c'est que désormais les drogues les plus dures sont disponibles partout, à tout moment. Partout, en ville, dans les quartiers, comme en campagne. Et à tout moment, puisqu'il n'y a pas seulement les points de deal où on va acheter, le consommateur va vers le distributeur, mais c'est désormais avec les réseaux, par exemple, et le numérique, Ubersheet, c'est carrément la drogue qui vient vers le consommateur. Là encore, je vais citer quelques chiffres. La dernière étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives montre que la demande de cocaïne n'a jamais été aussi forte. 1,1 million de personnes en ont consommé dans notre pays au moins une fois dans l'année 2023. Le cannabis, qui est la drogue la plus répandue en France, compterait 5 millions de consommateurs. Et l'usage de MDMA et d'ecstasy a bondi, passant de 400 000 à 750 000 personnes entre 2019 et 2023. Ces personnes qui auraient consommé au moins une fois pendant une année ces produits-là. Et enfin, l'expérimentation de l'héroïne continue de progresser, puisqu'on est à 850 000 personnes qui auraient consommé au moins une fois au cours de leur vie, avec parfois un enchaînement que cela peut déclencher. On atteint, et là je veux vraiment rendre hommage aux forces de sécurité intérieure, parce qu'on atteint des saisies records. Je suis allé il y a quelques jours, quelques semaines au Havre, où la gendarmerie nationale avait fait une saisie de plus de 2 tonnes, 2,1 tonnes de, là encore, héroïne. Mais je veux saluer les policiers, la police nationale, la gendarmerie nationale. Je veux aussi associer les douaniers. Il y a des efforts gigantesques. Je vais vous le montrer à travers 2 chiffres qui sont très simples à retenir. En 2023, 23 tonnes de cocaïne qui sont saisies, 23 tonnes. L'an dernier, sur 11 mois, 47 tonnes. Plus du double. Plus du double, vous vous en rendrez compte. Donc, nos forces de sécurité sont à l'œuvre et assènent des coups. Mais c'est une submersion.
c'est, comment dirais-je, un tsunami blanc, notamment en matière de cocaïne, et on le voit bien, il faut s'en méfier. La légalisation du cannabis, mais peut-être que Nicolas Pries pourra en dire un mot, elle ne réglerait rien. Je vois bien dans le débat public qu'un certain nombre, notamment d'élus, essaient de proposer cette voie-là. Cette voie-là, c'est la voie de l'échec. Les criminels, les narcotrafiquants n'attendent que cela. Et d'ailleurs, on le voit bien lorsque, dans un certain nombre de pays, de provinces, où la légalisation a eu lieu, les trafics de stupéfiants n'ont pas cessé et la plupart du temps, ils ont augmenté. 40% d'offres illégales, par exemple, au Canada, 75% dans l'État de Californie, aux USA. Donc l'exemple, y compris chez nous, du trafic de cigarettes. Trafic de cigarettes, vous pouvez acheter des cigarettes. C'est légal. Il y a des points de vente. Et bien pour autant, on a une explosion du trafic illégal. Ce qui montre bien très concrètement que ce n'est pas la layécité d'un trafic qui permet d'obtenir justement l'arrêt du trafic. Il ne faut pas en douter, on aurait à la fois des points de, comment dirais-je, des points d'approvisionnement légaux, mais croyez-moi, les restrictions juridiques seraient contournées par ailleurs sur un marché illégal, que ce soit sur la teneur en THC, sur l'interdiction de vente aux mineurs ou tout simplement sur le prix. Il y aurait donc un marché noir, plus évidemment le marché noir de toutes les drogues les plus dures, puisque ces drogues dites douces, qui ne le sont pas, peut-être que Nicolas Pries pourra l'exprimer, et les médecins, et je ne le suis pas, mais qui ne le sont pas, sont souvent l'antichambre de drogues les plus dures, et ainsi on offrirait légalement aux trafiquants la voie justement d'une addiction progressive vers des drogues les plus catastrophiques et les plus dures. Je pense que cette légalisation aggraverait tout parce qu'évidemment la consommation risquerait d'exploser, et je veux rappeler ici devant vous que le cannabis, la consommation est particulièrement addictive, nocive, que son impact sur le cerveau n'est pas neutre non plus, c'est désormais scientifiquement prouvé et qu'il faut en tenir compte, et notamment dans le cerveau des plus jeunes consommateurs, c'est avéré. Je rappelle aussi qu'il constitue, le cannabis, une cause majeure d'accidents mortels sur la route, puisqu'en 2022, un conducteur sur 5 était positif aux stupéfiants dans un accident mortel. Et je ne veux pas vous rappeler, il y a quelques jours, cette jeune adolescente de 15 ans qui a été tuée dans un accident avec un car, et le conducteur du car était testé positif aux stupéfiants. Nous avons, avec le ministre des Transports, diligenté sur l'ensemble de la France une campagne de tests qui a montré que malheureusement, sur un peu moins de 2000 tests prévus, il y avait plusieurs dizaines qui avaient été testés positivement aux stupéfiants, avec les conséquences. Voilà, pour terminer et pour vous montrer justement le clip. Pour conclure, je sais que certains vont m'accuser de vouloir choquer. Et j'assume là encore, parce que je veux créer un électrochoc. On l'a bien vu en matière de sécurité routière. Il a fallu, non pas des clips artistiques, mais des clics avec des images qui choquaient pour pouvoir responsabiliser les conducteurs. Eh bien, nous assumons exactement la même chose, un électrochoc avec le lien direct entre une consommation et puis les conséquences dramatiques qui peuvent en découler. Cet écosystème, la consommation est complice de l'écosystème du narcotrafic et de la criminalité organisée. Quand je suis allé à Marseille, les enquêteurs m'ont montré des vidéos de gens que les narcotrafiquants torturaient. C'est ça, c'est des enfants qui sont tués, c'est des séquestrations, des enlèvements, des actes de torture, des morts et des morts. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Se cacher dans son quartier? Non. Eh bien, nous, on a pris le parti justement de dire la vérité. Et cet électrochoc, pour ceux qui consomment, je l'ai dit, je crois, moi, à une société de la responsabilité. Chacun doit prendre ses responsabilités. Chacun. Et les consommateurs doivent prendre conscience de l'entreprise de mort à laquelle ils participent. Un électrochoc dans la société, parce que je crois aussi, pas seulement au pouvoir de l'État, mais je crois aussi au pouvoir de la société. Elle a la capacité, notre société, par elle-même,
avec ces informations-là, a la capacité de faire changer les choses dans les médias, au sein des familles, à l'école, pour briser la culture récréative. Derrière, trop souvent, on s'abrite pour cacher justement ces pratiques addictives. Et je pense que la société peut le faire sur la drogue, comme elle l'a fait, sur d'autres enjeux majeurs. Je pense à l'écologie, je pense aussi au harcèlement scolaire. Il y a besoin d'une rupture en matière culturelle. C'est une rupture en matière culturelle qu'il faut, comment dirais-je, adopter. Nous allons voter, les parlementaires, ça a été fait le cas à l'unanimité au Sénat, un texte qui va nous permettre de lutter vraiment contre la criminalité organisée, mais il y a aussi l'autre bout de la chaîne, c'est important et c'est dans ce cadre-là que nous devons agir. L'État doit renforcer donc ses outils sécuritaires et puis la société doit, elle, renforcer ses outils, ses défenses immunitaires. Voilà quels étaient les propos que je voulais vous tenir, quel est notre état d'esprit. J'ajoute quand même que cette campagne sera financée, Nicolas Pris peut-être l'expliquera, par les biens qui sont confisqués aux trafiquants de drogue. C'est donc la drogue, enfin celle qui est confisquée, les biens qui sont confisqués, parce qu'on ne revend pas évidemment de la drogue, mais les biens qui sont confisqués des trafiquants, eh bien c'est dans ce cadre d'un fonds de concours dite drogue qu'organise l'ami Delca, qui va permettre justement de payer ce clip que je vais vous montrer dès à présent. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Voilà, je vais demander à Nicolas Pris, qui est responsable, président de la Midelca, de venir au micro. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, pour votre invitation. Monsieur le préfet de police, Monsieur le directeur général de la police nationale, mon général, bonjour à toutes et tous. Face à l'ampleur de la situation, vous l'avez rappelé, et la prise de conscience est en train de se faire, vous l'avez aussi dit, si on regarde le vote à l'unanimité de la proposition de loi sénatoriale concernant l'aspect sécuritaire. Je voulais évidemment insister également sur d'autres aspects que vous avez également abordés du point de vue sécuritaire, éducatif, social, sur la question des conséquences des consommations de stupéfiants. Effectivement, il est toujours important de rappeler la vulnérabilité particulière des plus jeunes sur ces consommations. Le cerveau, il n'est pas mature avant 25 ans environ. Et la conséquence des consommations, la plupart du temps, c'est un problème de maturation cérébrale qui fait qu'on a des problèmes à l'école, parce qu'on a un problème mnésique, on a des problèmes de mémoire, on a des problèmes d'attention, on a des problèmes de sociabilisation, qui font que les chances ne sont pas toutes les mêmes après. La question que souvent on me pose, c'est est-ce que les drogues dites douces, vous l'avez dit, sont des drogues qui créent une dépendance? Mais oui, on a souvent ignoré ça. Mais c'est vrai que ça crée de la dépendance, même le cannabis. Et ça, c'est important. Et derrière tout ça, il y a ces conséquences éducatives, sociales, parce qu'on n'a pas les mêmes chances d'avoir un emploi, et on a plus de chances de perdre un emploi quand on consomme des stupéfiants. Et pour faire face à ces enjeux à la fois sécuritaires, sanitaires, éducatifs, sociaux, on a besoin de tous, y compris des consommateurs. On a besoin des consommateurs non dépendants. Vous avez précisé que par ailleurs, il fallait développer du soin, et j'y reviendrai, pour effectivement dénormaliser, débanaliser ces consommations. On a besoin de tous, aux côtés d'abord des forces de sécurité intérieure, de la police nationale, de la gendarmerie, de la douane et de la justice, pour le travail qui est fait pour lutter contre les trafics. On a besoin de tout le monde aux côtés de ceux qui s'échinent à essayer d'élaborer des programmes de prévention, notamment au milieu scolaire, à essayer d'informer davantage. Je rappelle pour mémoire que nous avons, nous, à la Midelca, depuis l'année dernière, élaboré un certain nombre de messages concernant spécifiquement
les risques liés à la consommation de cannabis, que ces messages, ces vidéos ont été vus 53 millions de fois, jusqu'au bout. Et que ces messages, s'ils ont été autant vus, c'est que les personnes se posent des questions sur les consommations et qu'elles ne sont pas encore suffisamment informées. On a besoin de tous également, aux côtés de ceux, et nous avons initié ce travail avec des préfets et des maires de communes et de collectivités et de communautés de communes, pour prévenir la participation des plus jeunes au trafic de stupéfiants. Cette question, il faut la nommer aujourd'hui. Quand on vit dans certains environnements, malheureusement, on a souvent comme seule illusion, en termes de perspective, de rejoindre le réseau criminel qui opère en bas. Et on a besoin de tous, encore une fois, aux côtés de ceux qui prennent en charge les consommateurs dépendants. On a 500 structures en France qu'on appelle des XAPA, des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. On a 150 structures dédiées à la réduction des risques qui viennent en aide à ceux qui sont dépendants, c'est-à-dire qui souffrent d'une maladie chronique. Vous avez beaucoup insisté, Monsieur le ministre d'État, sur la question de la cocaïne et des drogues stimulantes de synthèse, d'ailleurs, qui ont changé la donne ces dernières années. Pour la première fois en 2023, le chiffre d'affaires de la cocaïne, un peu plus de 3 milliards d'euros, a dépassé celui du cannabis, qui est un peu en dessous de 3 milliards d'euros. Ça coûte énormément à la société, tout cela, puisque les dernières estimations de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives nous donnaient, mais sur des chiffres déjà anciens, un coût social de plus de 8 milliards d'euros, ou de près de 8 milliards d'euros, pardon, pour les stupéfiants. Et ça ne rapporte qu'au réseau criminel qui, globalement, cannabis, cocaïne et autres drogues, sont sur un marché qui est estimé aujourd'hui à 6,8 milliards d'euros pour la seule année 2023. La cocaïne, les stimulants de synthèse ont tout changé ces dernières années. Ils ont aggravé brutalement un tableau avec une offre massive qui rencontre une demande sans doute illusoire de performance, performance au travail, performance durant la fête, performance sexuelle. C'est ça les stimulants. Mais qui a dépassé les milieux, pardonnez-moi, qu'on appelait auparavant très parisiens en réalité. La cocaïne, c'est désormais, vous l'avez cité, dans tous les territoires. Dans tous les territoires, on trouve des personnes qui consomment ce type de produits, cocaïne ou drogue de synthèse. Ce sont des risques trop méconnus, malgré des recours aux urgences qui ont été multipliés par près de 3 en 10 ans, les urgences des hôpitaux, problèmes cardiaques, problèmes psychiatriques, problèmes neurologiques. Une addiction difficile à soigner, pas de traitement de substitution tel que nous en connaissons pour les opiacés. Les premières victimes de tout cela, d'abord de la criminalité, sont les habitants des quartiers souvent les plus en difficulté, et les premières victimes de l'usage de drogue, d'ailleurs des produits licites ou illicites, sont aussi les plus vulnérables. Ces produits aggravent tout, et il faut lutter contre l'idée que ce sont des béquilles dans l'existence des plus vulnérables. Au contraire, ça aggrave les trajectoires personnelles, les trajectoires éducatives, les trajectoires professionnelles. Évidemment, ça vous conduit à avoir aussi une trajectoire judiciaire, ce qui n'est pas formidable. Et encore une fois, je reviens particulièrement sur la question de la fragilité avant 25 ans. Vous avez cité la grande cause nationale. Il y a aussi la grande cause nationale sur la santé mentale. C'est un pont qu'il faut faire entre les deux sujets. La santé mentale et les addictions se potentialisent l'une et l'autre. Vous avez eu la gentillesse, Monsieur le ministre d'État, de mentionner le fonds de concours drogue, qui effectivement, je dis 2 mots pour expliciter ce dont il s'agit, mais c'est assez important comme mécanisme. Très schématiquement, lorsque les forces de sécurité intérieure procèdent à une enquête puis des interpellations dans le cadre d'une histoire de trafic de stupéfiants, les avoirs, le capital des trafiquants peut être saisi dans un premier temps. Et la justice peut, dans un second temps, confisquer ces biens, confirmer cette saisie par l'État. Cela alimente un fonds qu'on appelle donc le fonds de concours drogue,
pour lequel moi je voudrais citer également l'Agrasc, qui a énormément travaillé ces dernières années afin de fluidifier ces procédures pour qu'elles soient davantage sécurisées. Et on obtient désormais un montant de 54 millions d'euros par an. Pour l'année 2025, ce sera 54 millions d'euros. Pour mémoire, en 2018, c'était 12 millions d'euros, donc ça prouve à la fois qu'il y a plus d'affaires et en même temps qu'on sait sans doute mieux faire pour capter ces avoirs criminels. Et ces fonds sont, sous ma responsabilité, distribués en très bonne intelligence, et je remercie tout le travail partenarial qui est fait avec la police nationale, la gendarmerie nationale, la douane et le ministère en charge de la justice. S'agissant des fonds qui reviennent à la Mildeca, puisque nous gardons 10% de cette somme-là, ça nous permet de financer les programmes de prévention de la participation des mineurs au trafic de stupéfiants, la recherche également, qui est très importante. Les chiffres que je vous ai donnés sur les marchés de la drogue viennent de recherches qui ont été financées par le fonds de concours, mais également les campagnes de communication. Un dernier mot pour rebondir sur vos propos s'agissant de la légalisation du cannabis. D'abord, quand on voit les marchés, ça voudrait dire qu'on irait aussi légaliser la cocaïne et pourquoi pas tout le reste. Ça pose un véritable problème. Mais repartons de l'objectif que j'espère on partage. Avec le tableau qu'on a dressé, aujourd'hui l'objectif c'est quoi? Qu'il y ait moins de consommateurs de stupéfiants et qu'il y ait des réseaux criminels véritablement empêchés. Vous l'avez cité, les expériences étrangères nous montrent que sur ces deux objectifs, légaliser des drogues, malheureusement, ça ne marche pas. Enfin, malheureusement. Je dirais, il ne faut pas en faire une affaire de principe. Si c'était très efficace, pourquoi pas? Mais là, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est une fausse bonne idée, encore une fois, souvent construite sur des fausses affirmations, comme quoi on a une impossibilité de faire de la prévention pour des drogues illicites, on n'a pas de moyens pour cela, etc. Je crois que je vous ai montré que c'était tout à fait inexact. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Merci, docteur. Bien, je vais passer la parole maintenant aux questions. Oui, merci de vous présenter. Bonjour, Majid Kiat, France Télévisions. Vous parlez de consommateurs, justement, France Info, le site sort ce matin une enquête sur la consommation de drogue chez certains parlementaires et collaborateurs de parlementaires. Est-ce que vous êtes favorable à des tests de recherche de stupéfiants sur des parlementaires ou encore même sur des ministres? Il y a même pire, puisqu'il y a des parlementaires, enfin, je n'aurais pas de l'écrire au pluriel, peut-être au singulier, qui utilisaient leurs frais de mandat parlementaire pour acheter de la drogue. Donc il y a même pire. Donc, tout ce qui peut être fait pour rendre les choses plus transparentes, bien sûr, je suis plutôt favorable, mais malheureusement, ces consommateurs-là sont, comment dirais-je, parfois d'ailleurs, sur le plan politique, ce sont eux qu'on retrouve pour tenir des discours voilà, qui sont plus ou moins favorables. Voilà. Oui. Ah non. Non, ça va? Si. Bonjour Monsieur le Ministre, Boris Karimov, BFM TV. On se souvient de ces clips lancés par la sécurité routière. Oui, j'ai fait allusion tout à l'heure, oui. Il y a quelques années. Si vous souhaitez que ce clip soit un électrochoc, est-ce qu'il ne faudrait pas accompagner ce clip par des suivis médicaux beaucoup plus approfondis, puisque quand on est consommateur de drogue, c'est une addiction aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que ce clip peut aider ces personnes-là à sortir de leur addiction, ou peut-être que ce clip n'a vocation qu'à être diffusé auprès d'un public qui s'interroge sur ces pratiques aujourd'hui, qui ne sont pas heureusement tombés encore dans cette addiction? Il y a deux choses. Il y a des personnes qui sont malades de leur addiction. Bien sûr qu'il faut les prendre en charge. Mais ce que j'ai voulu faire, ce que nous avons voulu faire ici avec ce clip, c'est assumer une rupture. Parce qu'on sait très bien que dans la société, il y a cette culture du joint, du rail récréatif. Pas seulement dans certains milieux. Et nous avons voulu signifier avec des images choc qu'il y a un lien entre la consommation et le crime. Nous souhaitons vraiment responsabiliser les consommateurs. Ils ne peuvent pas s'extraire d'un écosystème qu'ils financent. Et cet écosystème-là, ce sont les narco-racailles, c'est la criminalité organisée, c'est non seulement le trafic de stupéfiants qui compose d'ailleurs la colonne vertébrale
de la criminalité organisée, mais se branchent derrière toutes sortes d'autres trafics, d'êtres humains, de proxénétisme, etc. Donc on assume ce message-là, qu'on ne confond pas, parce que je suis ministre de l'Intérieur, donc je ne sors pas de ma condition, évidemment, avec la prise en charge des malades. Voilà, dans ce cadre-là, Nicolas Price en a parlé il y a quelques instants, bien entendu. Mais les campagnes, justement, les campagnes de communication pour la sécurité routière ont montré, elles étaient parfois très très dures, mais elles ont montré quand même, avec aussi des surveillances, des radars, etc., qu'elles pouvaient avoir des effets. Ah ben, si demain on peut sauver des vies, si demain on peut empêcher des jeunes, des gamins de basculer dans la drogue, de se bousiller le cerveau, de se bousiller leur existence, ben, ça sera déjà au moins ça. Mais en tout cas, ce message, on l'assume. Et il faut que l'État l'assume parce que c'est la vérité. Voilà. On a appris la démission de votre porte-parole Camille Chaise. Certains disent que c'est le syndicat Alliance Police qui a forcé sa démission. Est-ce que vous confirmez? Ah non, absolument pas. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est quoi la raison de sa démission? Écoutez, vous lui demanderez... Là je fais une conférence sur la drogue et ça n'a rien à voir, la question. Donc j'ai répondu à votre question et vous pourrez l'interroger d'ailleurs elle-même. Est-ce voilà. que c'est le syndicat Alliance Police qui décide? Mais je vous ai répondu, madame. Je vous ai répondu. Et vous pouvez l'interroger. Allez aux sources. Directement aux sources. Vous êtes journaliste. Ben, c'est votre travail. Je ne veux pas le faire à votre place. Alors, dites-moi. Bonne question. Je pense qu'aucune campagne, je ne sais pas s'il y a une campagne par le passé sur la sensibilisation à la consommation. En sens, je me tourne vers les uns, vers les autres. Ça a pas l'air, ils n'ont pas l'air de ça. Nicolas Price me dit que non, a priori. Et de toute façon, jamais une campagne de responsabilisation et de culpabilisation n'a été faite et assumée. C'est la première, de ce point de vue-là. Oui, bonjour, Hippolyte Tradition pour l'AEF. Vous avez parlé du paiement des amendes forfaitaires délictuelles. Le paiement immédiat est techniquement possible normalement depuis l'an dernier auprès des policiers, des gendarmes. Est-ce qu'il est beaucoup utilisé? Est-ce que vous avez des J'ai pas de statistiques. Je me tourne vers nos forces de sécurité intérieure. Je ne sais pas s'il est très utilisé. Il est effectivement, comme vous venez de l'indiquer, depuis quelques mois. Mais on a un taux de recouvrement. Franchement, le taux de recouvrement est très au-deçà. Au-dessus au-dessus du taux de recouvrement des amendes habituelles, 53%. Bonjour Monsieur le Ministre, Arthur Carpentier, Le Monde. J'avais deux questions pour vous. La première, vous avez mentionné les multiples conséquences dans de multiples domaines qu'a la consommation de stupéfiants. Est-ce que vous avez, pour cette campagne, été justement en coordination avec d'autres services, d'autres ministères, le ministère de la Santé par exemple, et d'autres organismes en plus de la MILDECA? Deuxième question, est-ce que vos services ont prévu des outils de suivi ou d'analyse pour mesurer justement l'efficacité de cette campagne que vous voulez justement très neuve et vous parliez d'électrochoc. Voilà, est-ce que vous avez des outils pour tenter de savoir si ça fonctionne? La MILDECA est un service interministériel, comme son acronyme l'indique. Mais non, c'est le ministère de l'Intérieur qui, dans ce cadre d'un combat national, pour une cause nationale, a pris ses décisions. Et on a travaillé avec la MILDECA. Voilà. On marche sur nos deux jambes et là, on est en train d'opérer une rupture. Il faut une rupture. Cette campagne, elle est une rupture. C'est la première fois. C'est la première fois que l'État ne se cache pas, dit les choses très concrètement aux consommateurs. Vous participez au financement d'un écosystème criminel. Ça, c'est une jambe qui touche la consommation. Mais l'autre jambe, je l'ai dit, c'est une réorganisation complète, grâce au texte qui a été voté à l'unanimité au Sénat, de l'organisation de l'État, aussi bien sur le judiciaire que sur la sécurité intérieure, une chaîne spécialisée en matière de justice, comme il y avait eu pour le terrorisme le PNAT, un parquet national antiterroriste, il y aura demain un PNACO, un parquet national contre la criminalité organisée. Comme il y a un état-major permanent qui associe 13 forces de l'État
de sécurité, d'enquête et de renseignement pour le terrorisme, nous aurons un état-major placé sous le chef de fila de la DNPJ, de la Direction nationale de la police judiciaire. Donc l'État se réorganise complètement et on aborde des choses aussi importantes que la corruption, avec, là encore, des enquêtes administratives, un certain nombre de dispositions, le blanchiment, des pouvoirs au préfet qui vont permettre au préfet, par exemple, d'exclure un trafiquant du logement social qu'il habite pour ne pas pourrir toute la vie de l'immeuble. Le fait pour le préfet de lui donner un pouvoir, là encore, d'extraire, d'interdire autour du point de deal un trafiquant qui aurait été, par exemple, condamné. On a parlé de la confiscation. Dans un second temps, le premier temps, ce sera là encore une saisie. On va donner tous ces outils, y compris pour le fait de ne pas pouvoir payer en liquide le paiement, la location de voitures. C'est souvent des grosses cylindrées, par exemple pour le Go Fast qui transporte la drogue. On sait très bien comment les choses se passent. Donc on a un arsenal, mais cet arsenal sécuritaire et judiciaire n'aura de sens que si la société développe des réflexes immunitaires. Je l'ai dit tout à l'heure, et parmi ces réflexes immunitaires, voilà, il faut un discours de vérité. Ce discours de vérité doit changer, on doit l'assumer collectivement pour dire que la drogue tue. Voilà, la drogue tue. Oui, on aura des mesures, bien sûr. On a une campagne d'ailleurs des collaborateurs pourraient le dire mieux que moi, qui vont se décliner non seulement avec des clips audiovisuels, mais on aura un format digital aussi sur les réseaux, bien sûr, si on veut toucher celles et ceux qui utilisent plus les images délinéarisées plutôt que la télévision traditionnelle. On aura un kit de communication avec des infographies pour les réseaux sociaux. Bref, on a plusieurs outils, mais bien entendu, on essaiera de mesurer. C'est compliqué, puisqu'on s'attaque à un bain culturel. Et c'est le bain culturel qu'on veut essayer de modifier. Bonjour, David Cantigno de l'AFP. Oui. Deux questions. La première sur vous avez parlé notamment de la consommation et l'effet sur le cerveau, qui n'était pas mature avant 25 ans. Pourquoi ne pas aller directement éduquer ou intervenir dans les écoles, à l'âge où les jeunes sont notamment influençables, notamment les adolescents? Et la deuxième, c'est une question plus sur notamment ces livraisons type Uber qui se font de plus en plus chez les consommateurs. Comment comptez-vous contrer ce type de nouvelles livraisons? Merci. Merci pour la question sur l'intervention en milieu scolaire. Elles existent, je vous rassure. Elles sont de deux natures en réalité. Ce qui marche le plus aujourd'hui, c'est de travailler le plus tôt possible en direction des élèves, depuis la maternelle, le primaire et jusqu'au collège, en travaillant ce qu'on appelle le renforcement, pardonnez-moi, le terme est assez moche, des compétences dites psychosociales. L'estime de soi, la confiance en soi, la capacité à dire non, la capacité finalement à être bien avec soi-même et bien avec les autres dans un groupe pour pouvoir faire jouer son libre arbitre davantage. Ça fonctionne sur toutes les conduites à risque et en particulier pour les consommations précoces de tabac, d'alcool, de drogue, de tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il ne faut pas négliger la question de l'information sur les risques. Moi, j'y tiens. Je pense que pour réduire les risques, c'est important de les connaître en réalité. Et ce qui est pour nous le cœur de cible, c'est plutôt les adultes qui sont au contact des enfants. En fait, on voit que le niveau d'information de la population là-dessus est assez hétérogène. On a besoin que l'enseignant, le médecin, le policier, tous les gens qui animent un peu la cité et qui à un moment ou à un autre ont un rapport avec les plus jeunes, aient le minimum requis, j'allais dire, pour parler d'une même voix. Ça, c'est extrêmement important en qualifiant très justement les risques. Et sur la seconde, même, il n'y en a pas de troisième, une seconde question, gendarmerie nationale, préfecture de police, direction de police nationale, chaque groupe, chaque ensemble de ces forces de sécurité intérieure ont créé des groupes spécifiquement sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Le préfet de police me disait à l'instant que désormais il y a à peu près une affaire sur deux qui ressortit par ce biais-là. Donc on a de nouveaux dispositifs et nos forces de police, de gendarmerie se sont adaptées à ces nouvelles distributions. Et par ailleurs, il y a bien entendu les filières, l'approvisionnement. La distribution est un bout de chaîne.